40% des enseignants auraient été insultés durant l'année passée. Un lycéen sur deux se plaint de ne pas pouvoir entendre correctement son professeur en raison du chahut pendant les cours. Alors comment retrouver le calme dans les rapports à l'école pour pouvoir enfin à nouveau enseigner en paix? On en parle tout de suite avec notre invité. Jean-Pierre Belland, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur du centre Rhésis. Nous le disions en l'introduction, et pour citer quelques chiffres, 40% aujourd'hui des enseignants auraient été insultés durant cette année passée. Un chiffre qui nous ramène tout de suite à la crise de confiance, voire même de la défiance des élèves vis-à-vis des professeurs. C'est un chiffre qui est parfaitement alarmant et qui révèle qu'il y a des désordres scolaires. Il y a un autre chiffre qui est important également, c'est que c'est PISA qui nous apprend qu'un lycéen sur deux déclare qu'il y a trop de bruit dans sa classe, au point qu'il n'entend pas ce que dit son professeur. Donc d'un côté, des classes qui sont loin d'être paisibles, et de l'autre, des enseignants qui sont victimes d'incivilités, d'insultes, parfois de violences. Donc un climat scolaire qui est fondamentalement très dégradé. Et manifestement, avec le deuxième chiffre que vous énoncez, effectivement, cette idée que certains enfants, certains élèves se plaignent aussi d'autres élèves. Donc ça veut dire une sorte de fossé qui se crée même entre les élèves. Bien entendu, puisque les phénomènes de harcèlement, pour lesquels le Centre Rhésis a développé toute une série d'actions, ces phénomènes de harcèlement persistent. Donc on a d'un côté des phénomènes de brimade entre élèves et d'un autre côté des professeurs qui eux aussi sont en souffrance. Et d'ailleurs, la souffrance du professeur chahuté est assez proche de celle de l'élève harcelé. Répétition, effet de groupe, difficulté pour se défendre par lui-même. Oui, d'autant que vous allez pouvoir y travailler et proposer justement, et on va le voir ensemble dans quelques minutes, le programme Enseigner en paix, parce que justement ces sujets sont proches. J'aimerais juste revenir sur ce délitement des liens entre professeurs et élèves. Ça date de quand, Jean-Pierre Belland ? C'est certainement ancien, puisque c'est une enquête de l'Autonome de solidarité qui a montré cela, mais elle l'a montré en 2022 et en 2012, je crois, 10 ans avant, ou 2013, les chiffres étaient exactement les mêmes. Donc ce chiffre de 40%, ce qui est quand même énorme, ce chiffre de 40% de professeurs insultés, et il est mentionné que dans 78% il s'agit d'un élève, dans les autres cas sans doute s'agit-il d'un parent. Ce chiffre est ancien, ça fait plus de 10 ans. Et ce qu'on observe tout de même, c'est que tous les professionnels en rapport avec le public sont victimes d'une société qui devient de plus en plus incivile et de plus en plus violente. Sauf que la plupart des professions s'organisent. La plupart des professions mettent en œuvre des protocoles, des formations. Comment est-ce qu'on réagit dans un supermarché? Comment est-ce qu'on réagit à la caisse face à un client agressif ou à un usager mécontent, etc. Dans l'école, on a un peu l'impression que les professeurs sont rendus responsables des désordres qu'ils subissent. D'un professeur chahuté, on a toujours un peu tendance à dire oui, mais est-ce qu'il tient bien sa classe? Comme si cette situation avait quelque chose de normal. Elle n'est absolument pas normale et les professeurs ne peuvent pas être mis en cause pour la souffrance qu'ils subissent. Mais vous sous-entendez, qu'en fait, il y aurait une sorte d'abandon aussi de la part de l'État, finalement, de cette violence ordinaire, dite ordinaire, en fait, elle ne l'est évidemment pas, mais à l'école. Oui, c'est un sujet tabou. Il y a eu 3 sujets tabous dans l'éducation nationale. Il y a eu le harcèlement pendant longtemps. En France, on n'a pas voulu en parler. Il y a la question du chahut. Le terme même semble avoir disparu. On a l'impression que c'est une survivance du 19e siècle. Pourtant, avec un lycéen sur 2 qui n'entend pas ce que dit le professeur, c'est bien un vrai phénomène. Donc oui, il y avait ces 2 sujets. Puis il y en a un troisième qui, hélas, l'actualité récente nous l'a rappelé. Ce sont certains professeurs qui parfois humilient leurs élèves. Or, toutes ces violences, on a toujours un peu l'impression qu'à l'école, on ne veut pas les aborder de façon frontale. On fait comme si c'était toujours un petit peu des phénomènes marginaux. Non, avec 40% de professeurs insultés, il s'agit bien d'un phénomène massif. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait beaucoup de travaux, vous avez travaillé énormément sur la question du harcèlement au Centre Rhésis, qui a d'ailleurs méthode de la préoccupation partagée qui a fait ses preuves largement et qui permet de résoudre 80% des situations de harcèlement en France. Est-ce que aujourd'hui, vous faites facilement le lien justement entre ces situations de harcèlement que vous avez pu connaître entre enfants, entre élèves, entre familles aussi, et finalement aujourd'hui entre professeurs et élèves?
On fait directement le lien pour deux raisons. D'abord parce que s'il y a bien un endroit dans lequel l'élève harcelé est le plus mal, c'est bien dans la classe du professeur chahuté. Et là, on a deux souffrances qui se rapprochent. Et le professeur chahuté, étant lui-même en difficulté, ne peut pas venir en aide à l'élève qui est harcelé. Et deuxièmement, deuxième lien que je fais, c'est qu'on s'aperçoit qu'en matière de traitement, les remèdes sont probablement les mêmes. On sait par exemple que sur la question du harcèlement, adopter des méthodes accusatrices, menacées, etc., on sait qu'en général ça a pour effet de renforcer l'effet de groupe et ça ne règle rien. Sur la question du chahut, c'est la même chose. Essayer de sanctionner, ça n'aura pas d'effet. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas dans certains cas le faire. On se rend compte dans les deux cas qu'en associant les élèves au règlement de ces difficultés, ça marche beaucoup mieux. Vous avez cité la méthode de la préoccupation partagée. Nous développons au Centre Résis un protocole classe difficile que nous mettons en place dans un certain nombre d'établissements et qui vise à partir de ces classes-là dans lesquelles il s'avère difficile d'enseigner, on réunit un groupe d'élèves et on les associe, on leur demande de faire des suggestions pour que la classe aille mieux. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que parfois on s'aperçoit que les élèves qui sont parfois les plus impliqués dans les désordres sont aussi ceux qui trouvent les clés les plus pertinentes. Ces élèves-là sont pris dans des effets de groupe et ils rêveraient eux aussi de pouvoir étudier en paix. Donc ça veut dire remettre l'élève au cœur, au centre finalement de l'éducation et lui donner un rôle. Voilà, ne plus en faire le responsable, le rendre acteur. C'est ça, mais qu'il soit plus passif. Voilà, qu'il ne soit plus passif, le rendre acteur de la résolution du problème. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on met en œuvre des dispositifs de ce type, que ce soit pour le harcèlement ou que ce soit pour les phénomènes de chahut, on a des succès qui sont assez remarquables. Alors le harcèlement, les violences physiques, verbales, on les imagine assez clairement. Le chahut, c'est vrai que vous le dites vous-même, ça relève d'un terme du 19e siècle. Une classe désordonnée, on a dit 40% des enseignants qui seraient donc insultés durant l'année passée, qui vient de s'écouler. C'est quoi exactement ? Ça prend quelle forme, quelle tension exacte ? Ça prend toutes les formes les plus diverses. D'abord, ce sont des bavardages incessants, ce sont des perturbations, sonneries de portable, bruits divers et variés, ce sont des jets d'objets, un désordre incessant. Un sociologue, il y a fort longtemps, je crois que c'était en 1968 ou 69, avait montré comment on était en train de passer d'un chahut ritualisé, organisé, qui était celui qui probablement existait au 19e siècle, à celui d'un chahut anomique. C'était Jacques Testanière. Un chahut anomique, c'est-à-dire fait d'une sorte de désordre. Il y a toujours un peu de bruit, il y a toujours des perturbations qui font qu'au bout du compte, jamais une heure de cours ne se passe de façon paisible. Ce sont toutes ces petites entorses à la vie de la classe qui empêchent les élèves et leurs maîtres de travailler en paix. Alors, vous le savez aussi, Jean-Pierre Bellon, la vie évolue, les générations avec. Et donc, aujourd'hui, on voit dans le monde du travail, beaucoup de gens dire on veut travailler différemment, penser notre vie différemment. On voit aussi émerger cette idée chez les élèves aujourd'hui de dire on ne peut pas rester de 8h à 18h ou 17h dans une salle de classe, silencieux, ça ne marche pas. Factuellement, ce n'est pas possible. Est-ce que peut-être remettre l'élève au centre de l'éducation, c'est aussi lui proposer de revoir et de penser l'école différemment ? Sans doute. Mais dans une vie de classe, il y a des moments dans lesquels le silence est nécessaire et il est absolu. Je veux dire que en mathématiques, et je remarque que c'est en mathématiques que PISA pointe la difficulté principale où les élèves considèrent qu'il y a trop de bruit dans leur classe en mathématiques. Si on perd le fil dans une démonstration, on perd toute la suite. Donc il y a des moments dans lesquels, évidemment, il est nécessaire, ou une règle de grammaire en français, il y a des moments en langue étrangère, il y a un moment dans lequel, effectivement, le silence doit être nécessaire. Puis il y a d'autres dans lesquels, bien sûr, on peut davantage supporter, non pas du désordre, mais quelque chose de très ordonné, mais qui laissera plus de parole aux élèves. Donc, sur toutes ces questions, je pense qu'il faut réfléchir. Et je remarque que ces questions-là ne sont jamais véritablement mises en débat, elles ne sont jamais vraiment examinées. Tous les autres professionnels s'organisent, je l'ai dit tout à l'heure, face à ces désordres. Les
professeurs, on a l'impression que, oui, ils sont toujours un peu considérés par leur hiérarchie, peut-être parfois, comme un peu des espèces de sortes d'élèves à qui on voudrait donner une tâche. Non, il faut que la profession s'organise, il faut que le métier s'organise, il faut que on trouve des moyens de faire face à ces désordres. Et c'est dans ce sens que nous mettons en œuvre une initiative en octobre prochain, les 2 premiers jours des vacances d'octobre, donc 20 et 21 à Lyon et 30 et 31 à Paris. Nous organisons, ce sera ouvert à tous les professeurs qui en ont l'envie, des séances de réflexion sur ces questions. Comment est-ce qu'on fait face à une classe difficile? Comment est-ce qu'on réagit face à un élève insolent, agressif, menaçant? Quel est notre rapport avec les parents? Toutes ces questions-là, on va essayer de les mettre sur la table. Alors, les lois permettent aussi de réglementer, de légiférer, donc de sanctionner aussi. La loi de 2004 était, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, je vous ai reçu déjà ici, était indispensable. La loi, justement, qui permet, enfin, en tout cas, qui interdit les ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Est-ce que, on va pas revenir sur cette loi-là, on va pas revenir sur les signes, la baya, etc. C'est pas le sujet, mais est-ce que tout est prétexte, selon vous, aujourd'hui, à créer justement ce chahut, à protester en fait en permanence face aux professeurs? Je suis pas certain que ce soit une protestation, ni une contestation, ni liée à telle ou telle revendication communautaire. Non, je pense que c'est davantage une sorte de désordre ambiant. Je pense que tout élève, vous savez, quand on travaille avec ces élèves et qu'on leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour que la classe s'améliore, on s'aperçoit que les propositions qu'ils font sont à peu près celles que feraient leurs parents. Quelles sont-elles alors justement? Moins de bruit, pas de bavardage, écoutez ce que dit le professeur, des demandes sur un surcroît de sévérité. Des fois, dit dans des termes assez crus. Arrêtez d'être trop gentil avec nous, sinon on vous prend pas au sérieux. Donc c'est une façon aussi de rassurer le fait de sanctionner. Mais bien sûr, il y a une façon de. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut sanctionner, qu'il faut revenir à une espèce d'ordre terrible au sein des classes. C'est pas du tout le sujet. Simplement, moi, je pense qu'il est absolument essentiel que tous les enseignants signalent systématiquement toutes les infractions. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en faire la liste. Dans un livre récent, j'ai essayé de faire la liste des infractions scolaires. J'en ai trouvé 56 événements qui ne devraient pas se produire. Alors, lesquels qu'on ne connaît pas ou qu'on ne soupçonne pas, par exemple? On les soupçonne tous. Je suis sûr que n'importe qui s'asseyant à une table et essayant de rédiger la liste des choses qui ne doivent pas se faire en classe, élève comme professeur, on arrive sur les 50 ou 60 incidents que j'ai pu trouver. Donc, à partir de là, il faut les signaler systématiquement. Et puis, peut-être aussi faut-il modifier le système des sanctions au sein de l'éducation nationale. Et oui, justement, on y vient, parce que forcément, on va à la sanction. Une fois qu'on a constaté qu'il y avait un problème de bavardage, que fait-on de la sanction aujourd'hui? Et là, vous êtes sur une proposition qui est un petit peu différente, où vous proposez justement d'aller vers juste un signalement de la part des professeurs, mais en revanche, de créer une commission spécifique de la sanction. Oui, je pense qu'il ne faut pas mélanger celui qui constate l'infraction et celui qui sanctionne. Ce qu'on observe quand même de façon assez constante, c'est que, y compris de la part des élèves, les élèves déplorent un système dans lequel telle infraction sera ici sanctionnée et ailleurs elle sera passée sous silence. Ou ici elle sera sanctionnée sévèrement et ailleurs beaucoup moins. Enfin, récemment, on a eu 2 situations dans lesquelles des professeurs avaient été insultés. Ça s'est soldé par une lettre d'excuse. Pas sérieux. Une insulte, lettre d'excuse. Il y a quand même, en plus qu'une lettre d'excuse, ça n'est pas au sens strict une sanction, c'est une demande peut-être de réparation. Donc, une commission qui permettrait d'uniformiser un peu les sanctions, et qui d'ailleurs, partout où on a essayé de l'installer, imposerait qu'on rencontre l'élève et qu'il soit quelque part sommé de s'expliquer. Donc, je pense qu'il faut. On a fait un certain nombre de propositions qu'on a transmises au ministère sur la question de la réforme des sanctions, mais il faut arrêter la situation dans laquelle, et en venant, je regardais en attendant, je regardais sur les écrans ce qui s'est passé au lycée de Saint-Tropez, ces élèves qui ont été réintroduits au sein de l'établissement alors qu'ils avaient été exclus par le conseil de discipline. Pour harceler une jeune fille, avoir harcelé une jeune fille, voilà. ouais.
Donc, quel défi à l'autorité de l'établissement, alors qu'un conseil de discipline, instance dans laquelle siègent des représentants du personnel et même des élèves, donc une instance, tout ce qui est de plus légitime, comment une décision prise par un conseil de discipline peut-elle être cassée de la même manière? C'est un défi pour les... c'est très difficile, ce sera certainement très difficile à vivre pour les personnels. J'imagine que c'est pour cela qu'ils se sont mis en grève. Alors, sur le principe des sanctions et de cette commission spécifique que vous proposez de créer, si j'ai bien compris, donc ce ne sont pas les enseignants eux-mêmes qui ont signalé, constaté l'infraction, effectivement de ou des élèves, mais en revanche, qui constituera cette commission? Alors, de toute façon, en bout de chaîne, la responsabilité, c'est le chef d'établissement qui prend la décision. Mais il n'a pas, les chefs d'établissement ont vraiment beaucoup de travail. Est-ce qu'ils peuvent tout faire? Je n'en suis pas sûr. Ce que je suggère, c'est que ce soit une commission composée de trois membres de l'établissement. Quand je l'avais fait fonctionner, moi, il y avait un professeur, c'était moi, un CPE et un personnel un agent de service, voyez. Donc qui on regardait systématiquement toutes les infractions qui avaient été signalées dans la semaine. On se réunissait à peu près une fois par semaine. Quand c'était nécessaire, on convoquait l'élève et on le sommait de s'expliquer. Et on appliquait les sanctions les plus adaptées, qui après faisaient en quelque sorte jurisprudence, voyez. Mais c'est une façon de protéger les professeurs aussi? C'est une façon de protéger les professeurs, parce que n'oublions jamais que le moment de la sanction est un moment à risque. On a vu récemment une situation dans laquelle une enseignante a été rouée de coups par un élève au motif qu'elle lui demandait de sortir son carnet de correspondance pour inscrire dessus qu'il avait, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais une sottise. Donc le moment de la sanction est un moment aussi difficile. Mais n'est-ce pas de déplacer finalement ce risque sur les personnes qui donc composent cette commission? Le fameux CPE dont vous parlez ou autres? Bien sûr, mais enfin après il faut, je veux dire, on peut assumer le poids de l'autorité. Je pense qu'il faut que quelqu'un sanctionne de toute façon. Donc on ne déplace pas dans la mesure où c'est une commission qui est prévue pour cela. Qui est prévue pour cela. Parlons de la formation, puisque ça joue aussi énormément. 66% des professeurs jugent leur formation inadaptée au terrain sur lequel ils enseignent par la suite. Est-ce que le problème justement serait plus en amont, Jean-Pierre Blanc? Mais bien sûr. Je pense que la formation des enseignants est à revoir de fond en comble, et c'est pour ça qu'on veut essayer, nous modestement, en octobre prochain, essayer de contribuer à essayer d'apporter quelques outils. Mais aborde-t-on, simule-t-on dans la formation des enseignants ce moment très difficile qu'est la rencontre avec un élève insolent? Simule-t-on dans la formation une classe chahuteuse? Non. La formation, alors probablement au plan théorique, elle est certainement intéressante. Au plan pratique, il y a des défaillances considérables. La rencontre avec des parents, est-ce qu'on a donné un protocole? C'est essentiel de créer une alliance avec les parents, de pas d'entrée se les mettre contre soi. C'est important d'avoir un bon rapport avec les parents. Comment prépare-t-on cela? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, au fond, n'importe quel professionnel, le moindre hôtesse de caisse ou d'accueil, a un protocole pour réagir face à un client arrogant, mécontent. Les professeurs, eux, sont non seulement non pas, mais si jamais ça tourne mal, c'est eux qu'on rendra responsables en leur disant, au fond, c'est de votre faute, vous n'avez pas su gérer la situation. Et beaucoup d'enseignants se plaignent justement que les parents contestent leur autorité. Alors comment faire face avec cette difficulté supplémentaire? Alors vis-à-vis des parents, moi je pense qu'il faut un peu renverser les choses. Aujourd'hui, je pense que les parents ne sont pas très bien accueillis à l'école. Ils ne sont pas très bien reçus. Il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de lieu pour les recevoir. Leur offre-t-on un café ou un rafraîchissement? Pas du tout. Des fois, on les reçoit dans une salle de classe, lieu qui ne laisse pas toujours à tout le monde de très bons souvenirs. Pourquoi est-ce qu'on ne les reçoit pas de façon accueillante, chaleureuse, d'une part? Donc, les recevoir beaucoup mieux, mais en revanche, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables. Une note
n'est pas négociable, c'est l'évaluation d'un travail. Le contenu des enseignements n'est pas négociable. Il y a une enquête du ministère qui montre que les contestations portent aussi parfois sur le contenu des enseignements. Non, il y a des choses qui ne sont pas négociables, donc soyons très fermes sur ce qui n'est pas négociable. En revanche, soyons très ouverts pour les accueillir. Peut-être l'idée de créer une charte qui serait signée par chacun des parents pour pouvoir répondre et ne jamais, répondre à la fois effectivement aux lois de la République, bien entendu, mais aussi aux règles de l'établissement. Oui, et aux règles de civilité et de courtoisie. Je pense que c'est par là que les choses commencent. Mais je pense que c'est d'abord à nous, institutions scolaires, à faire l'effort d'être extrêmement accueillants. Il faut que les parents se sentent bien accueillis au sein de l'école. Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des alliés. Merci beaucoup Jean-Pierre Bellon d'être venu sur le plateau du Grand JT. Vous êtes le cofondateur et directeur du Centre Résis.